Veillée étrangère. Allemagne du Nord, Basse-Saxe, le XIe siècle après Jésus-Christ. Dans la cuisine du palais épiscopal de Hildesheim, la broche tourne depuis l'aube. Les braises crépitent sous un bœuf entier. La graisse tombe en gouttes lentes dans le foyer. Et Klaus, 17 ans, troisième aide cuisinier, bouton sur le front et ventre toujours vide, Klaus s'ennuie. Il n'y a pas grand-chose à faire entre deux tournées de pain. Alors il parle. Hé, le fantôme, le petit chapeau, tu es là? Silence fumé, le crépitement du feu. Bien sûr que non, existe comme papa. Il ricane, ramasse une louche pleine de déchets de cuisine. Eau sale, graisse rance, épluchure fermentée, et la balance d'un geste nonchalant dans un coin sombre de la pièce, là où certains disent qu'il dort. Tiens. Les autres cuisiniers baissent les yeux. Il ne rien pas. Un vieux compagnon, Berthold, pose la main sur l'épaule de Klaus. Tu te fais... Quoi? C'est un esprit de Saint-Défi. Tiche. Berthold ne répond pas. Il retourne à son bœuf. Il évite soigneusement le coin sombre. Ce soir-là, Klaus mange son repas. Il plaisante. Il s'endort du sommeil tranquille de ceux qui ne croient pas. Ce soir-là est le dernier de sa vie ordinaire. On ne vit jamais Hödeken. Pas vraiment. Certains disaient apercevoir du coin de l'œil quelque chose de petit, à peine plus haut qu'un enfant de 6 ans, portant un chapeau rond à bord usé, la couleur de la boue séchée. Mais si on tournait la tête, il n'y avait rien. Juste l'ombre, juste le froid, juste cette impression que l'air avait bougé. Le lendemain matin de sa nuit tranquille, Klaus ne se réveilla pas à temps pour le service. On le trouva dans la réserve. Ce qui restait de lui. Le rapport que fit Berthold au maître cuisinier était concis, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mots pour ce qu'il avait vu. Klaus était séparé, en morceaux distincts, disposés avec soin, presque avec méthode, comme un animal qu'on aurait dépecé pour l'hiver. Aucune marque de lutte, aucun cri entendu dans la nuit, juste Klaus en plusieurs parties. Le maître cuisinier, un homme brutal, peu enclin aux superstitions, convoqua Berthold et lui dit que si jamais il racontait cette histoire à quiconque, c'est lui qu'on trouverait dans la réserve la prochaine fois. Il le pensait vraiment, il croyait encore aux explications naturelles. Cette conviction dura jusqu'au soir même. Ce soir-là, la viande destinée à la table du prince-évêque Bernard était prête. Un bœuf rôti, des légumes bouillis, du pain frais. Le maître cuisinier goûta lui-même. Parfait. Mais quand on servit le plat, le prince-évêque convoqua son maître cuisinier avec une expression qu'on ne lit sur le visage d'un homme puissant que lorsqu'il contient une fureur absolue. Tu m'as fait servir de la viande empoisonnée. Ce n'était pas une question, c'était un jugement. La viande avait été teinturée de venin de crapaud, mêlée si finement à la sauce qu'on ne le voyait pas, qu'on ne le sentait pas, qu'on ne le goûtait pas, jusqu'à ce qu'on le goûte. Le maître cuisinier nia, jura, pleura même lui qui ne pleurait jamais. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir. Il mourut 2 semaines plus tard, poussé d'un parapet dans une cour intérieure, chute de grande hauteur. Témoin, aucun. Sauf peut-être quelque chose de petit, portant un chapeau rond. Hödeken, littéralement, le petit chapeau, diminutif de l'ancien mot germanique pour coiffe, pour bonnet, pour le chapeau que portaient les gens du peuple, les ouvriers, ceux qu'on ne remarque pas. C'est peut-être la clé de tout. Dans la tradition germanique et nordique, les esprits qu'on appelle kobold, ou kobold au singulier, sont des créatures liées à un lieu. Un foyer, une mine, un navire, un château. Ils n'ont pas choisi d'y être. Ils sont là depuis que le lieu existe, parfois depuis avant. Ils aident quand on les respecte. Ils font le travail silencieux, gardent la chaleur du feu, protègent les réserves, guident les bêtes. En échange, ils ne demandent rien de grand. De la nourriture laissée dans un coin. Un peu de reconnaissance. L'absence d'humiliation. Hödeken, lui, est particulier. Les chroniques médiévales le mentionnent pour la première fois au XIIe siècle dans les archives de la principauté épiscopale de Hildesheim, une ville au cœur de la Basse-Saxe, aujourd'hui en Allemagne fédérale. Le clerc Gervais de Tilbury, dans son œuvre Otia Imperialia, Les loisirs de l'empereur, rédigée vers 1210, consacre plusieurs pages à l'esprit. Il le décrit non comme un monstre, mais comme quelque chose d'ambivalent, utile parfois, mortel souvent,
et toujours en réponse à ce qu'on lui fait. Ce n'est pas lui qui commence, c'est toujours l'autre. On raconte qu'avant Hildesheim, Wedekind habitait la forêt. Pas dans un arbre, pas dans une grotte, dans la forêt elle-même, dans le craquement des branches la nuit, dans l'odeur de mousse après la pluie, dans ces petits bruits que les chasseurs entendent et qu'ils s'expliquent mal. Il était là depuis longtemps, si longtemps qu'il avait oublié s'il avait jamais été autre chose. Un jour, personne ne sait lequel, dans un siècle que les paysans ne savaient pas nommer, des hommes vinrent bâtir. D'abord une tour, puis des murs, puis un palais entier. Le château de Hildesheim s'éleva pierre par pierre sur ce qui avait été sa forêt. Et quand le dernier arbre fut abattu, Wedekind n'avait plus de forêt. Alors il entra dans le château. Ce n'était pas de la rancœur, c'était de la nécessité. Un kobold sans lieu n'est plus rien. Il s'effiloche comme une fumée dans le vent. Il lui fallait un lieu. Le château lui convenut. Ses cuisines surtout, chaudes, bruyantes, pleines de vie. Il s'installa dans un coin sombre. Il apprit les noms de chaque cuisinier, de chaque valet, de chaque enfant qui livrait le bois. Il connaissait leurs habitudes, leurs peurs, leurs petits secrets. Et il aida à sa façon. Un couteau qu'on ne retrouvait plus et qui réapparaissait propre et affilé. Un feu qui ne s'éteignait pas malgré la tempête. Une réserve de viande que les rats n'approchaient jamais. Le prince-évêque Bernard fut le premier à comprendre qu'il était là. Bernard était un homme cultivé, formé aux lettres et à la théologie. Il ne croyait pas aux lutins de forêt comme on croit aux saints, mais il croyait à ce qu'il voyait. Et ce qu'il vit au fil des mois ne pouvait s'expliquer autrement que par la présence d'un esprit dans ses murs. Alors il lui parla, pas pour le chasser, pour le connaître. Quel est ton nom? Ah, La réponse vint du coin sombre. Une voix qui ressemblait à du bois qu'on frotte. que veux-tu? Rester? Bernard laissa Wedekind rester. Il instruisit ses gens en conséquence. Ne jamais insulter l'esprit, ne jamais verser de saleté dans son coin, ne jamais se moquer de lui. Pendant des années, Wedekind fut un gardien invisible et fidèle. Puis vint Klaus, et Klaus vida sa louche de déchets dans le coin sombre, juste pour voir, juste parce qu'il s'ennuyait. Et Wedekind, qui n'initiait jamais rien, qui attendait toujours qu'on commence, comprit que Bernard ne contrôlait plus ses hommes, que le respect qu'on lui accordait était devenu un souvenir, que le château ne le voulait plus vraiment. Alors il commença à répondre. La mort de Klaus, l'empoisonnement de la viande, la mort du maître cuisinier. Pas de colère, juste des comptes exacts, réglés avec précision. Finalement, Bernard fit venir ses clercs. Il n'y avait plus d'autre solution. On ne sait pas exactement quelle prière ils récitèrent, quels gestes ils firent. Les textes disent seulement que l'exorcisme dura 3 jours, que pendant ces 3 jours, personne ne dormit dans le château, que les bruits dans les murs, ces petits craquements auxquels tout le monde s'était habitué, cessèrent d'un coup, comme une respiration qui s'arrête. Au matin du 4e jour, Wedekind n'était plus là. Où il alla ensuite, les chroniques ne le disent pas. Si vous croisez un kobold, et certains disent qu'ils n'ont pas disparu, qu'ils se sont juste adaptés, qu'ils habitent maintenant les caves d'immeubles, les serveurs informatiques, les recoins oubliés des maisons modernes, il y a des règles. La première, ne jamais verser de saleté dans leur espace. Ce qui est propre doit rester propre. Ce qui est leur est leur. La deuxième, ne jamais les nommer en moquerie. Le nom est une chose sérieuse. Wedekind signifie « petit chapeau ». Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Mais si vous le dites en ricanant, il l'entend autrement. La troisième et la plus importante, si vous les avez offensés, ne faites pas comme si rien ne s'était passé. Reconnaissez-le. Laissez de la nourriture. Prononcez les mots de reconnaissance qui leur sont dus. Parce qu'un kobold qui attend votre excuse est encore raisonnable. Un kobold qui a décidé que vous ne méritez plus d'explication est une autre chose. Ce qui est frappant dans la légende de Wedekind, c'est qu'il n'était pas un monstre. Il est quelqu'un qu'on a ignoré. Quelqu'un dont le travail invisible était devenu si ordinaire qu'on avait oublié qu'il existait. Et quand le dernier employé de maison a versé ses ordures sur lui, il n'a pas rugi, il n'a pas hurlé, il a juste répondu. Peut-être que la peur que Wedekind incarne n'est pas celle du surnaturel. Peut-être que c'est la peur de ce qui se passe quand ceux qu'on invisibilise, qu'on méprise,
qu'on utilise sans jamais reconnaître, décident qu'ils en ont assez. Je suis Damien Black. La prochaine fois, nous voyagerons vers des terres où le vent du désert porte des voix qui n'ont pas de corps, des voix qui appellent par votre prénom et qui savent des choses que vous n'avez jamais dites à personne. Dormez bien, si vous pouvez. Veillez étrangère.